Bonjour à tous et merci de regarder notre programme. Donc je suis Emmanuel Fier, je suis le médecin de l'université et j'ai le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir ici des sages-femmes qui sont en dernière année d'études à l'école de maïeutique de Nîmes et que je vais laisser se présenter. Donc je m'appelle Maëlys. Et moi c'est Flo. Voilà, on est les mêmes que la dernière fois, on est toujours en 5e année et on répond toujours avec plaisir à vos questions. Voilà, sauf que la dernière fois vous étiez 3, vous n'êtes plus que 2. C'est pas un souci, on répondra quand même à toutes les questions. Voilà, donc pour ceux qui ont assisté à l'émission en direct ou en replay, je vous rappelle que la semaine dernière, vous nous avez présenté la profession de sage-femme et puis la place des sages-femmes dans le parcours de soins et notamment dans le parcours de soins que les étudiants dont ils pourraient avoir besoin. Donc ça, c'était très, très intéressant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui est l'endométriose. Je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les étudiants. Moi, en tout cas, dans ma pratique, je vois beaucoup d'étudiantes qui en souffrent. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous pourriez, en quelques mots simples, nous expliquer cette maladie complexe ? Donc du coup, il faut savoir que l'endométriose, c'est une pathologie, une maladie qui touche en fait la sphère génitale de la femme. Ça peut la toucher en fait majoritairement, c'est une femme en âge de procréer, mais ça peut toucher aussi dès l'adolescence et il y a quelques cas sur la ménopause, mais c'est très très rare. Et en fait, il faut savoir qu'au sein du coup de l'utérus, vous avez une paroi qui s'appelle l'endomètre et donc des cellules qui ont la même définition en fait, que l'endomètre se retrouve en dehors de l'utérus et lors des changements hormonaux provoque des saignements en fait, dans les différentes cavités, donc que ce soit les ovaires, les trompes, mais ça peut toucher aussi l'appareil urinaire et l'appareil digestif. Et, voilà. C'est-à-dire que normalement à la fin d'un cycle, une jeune fille a ses règles, donc c'est l'endomètre qui va venir se desquamer, c'est ce qui provoque les règles. Là, cet endomètre, il est à des endroits où il ne devrait pas être. Et donc, quand il va desquamer, ça va saigner, mais ça ne va pas pouvoir s'évacuer. Et donc, ça va risque de créer des adhérences, une inflammation, et c'est ce qui fait mal. Il faut savoir qu'actuellement, c'est une pathologie qu'on estime qui touche une femme sur 10, ce qui représenterait environ 2,5 millions de personnes, soit des chiffres à peu près équivalents au diabète, par exemple. D'accord, donc c'est vraiment une maladie qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit et que je ne le croyais parce qu'en fait, moi je sais que quand j'ai fait mes études, alors même si c'était au siècle dernier, on parlait beaucoup moins d'endométriose et donc c'est quand même très intéressant de savoir qu'il y ait une telle fréquence de la maladie. Alors du coup, quand est-ce qu'on peut suspecter une endométriose si elle est si fréquente? Je pense qu'il doit y avoir... des signes. Alors ces signes-là, pour rester très simple, c'est une règle des 5D. Donc c'est une douleur qui va être lors des rapports, une douleur lors des règles, une douleur qui va finir au final chronique, elle va être là tout le temps, on a tout le temps mal. En plus de ça, douleur lorsqu'on urine ou lorsqu'on va à la selle. C'est vraiment les 5 signes qu'on retrouve le plus souvent. Et si on se dit, j'en ai qu'un ou deux, on va peut-être se poser la question si on a vraiment les 5. Ça laisse penser que ça serait sûrement une endométriose. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a 5 signes, mais on n'est pas obligé d'avoir les 5 signes pour se poser des questions. Non. Les plus courants, en général, ceux qu'on cite le plus, c'est les douleurs pendant les règles et les douleurs au rapport sexuel. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut modérer du coup ces douleurs pendant les règles. Parce que moi, la première, je me suis posé la question, j'ai mal pendant mes règles, mais est-ce que c'est normal ou pas? Et c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, on entend, c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Et c'est vrai, c'est pas normal. Par contre, si je prends un Doliprane et que je suis soulagée, que mon Doliprane, ça marche, et que là, ça s'apparente plus à du normal. Si le Doliprane ne suffit pas, que je suis déjà passée au stade des anti-inflammatoires et que je suis allée voir un médecin pour ça et que ça ne suffit pas, que j'ai toujours mal pendant mes règles, on aura plus pensé à une endométriose. Ou à, en tout cas, une pathologie sur la sphère génitale. Donc, pour être bien clair, donc, avoir mal au moment de ses règles, c'est pas forcément une endométriose.
Voilà. Mais par contre, il faut... Mais c'est pas normal, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Avant, on était dans la banalisation, si je peux dire, des douleurs de règles. On disait, une femme qui a mal pendant ses règles, c'est normal, elle a ses règles, c'est une femme, elle va avoir ça toute sa vie, il faut qu'elle s'y habitue. Or, maintenant, on démontre de plus en plus que des règles normales ne sont pas douloureuses. Elles peuvent être gênantes lors de l'installation, mais disons que c'est pas censé faire mal, au besoin de prendre des médicaments pour se calmer. D'une façon générale, je pense que l'approche de la douleur en médecine a changé. C'est-à-dire que maintenant, elle a évolué. On ne doit plus avoir mal, ça ne doit plus être possible. On a Faut suffisamment d'armes pour gérer ça. Bon, ça c'est donc si on progresse pas à pas, donc on a vu les signes d'alarme. Donc comment est-ce que si je suspecte que je pourrais avoir une endométriose, quelle est ma démarche, ou comment faire pour aller plus loin? Du coup, vous pouvez consulter, donc, comme on l'a dit la semaine dernière, avec les sages-femmes pour faire en fait une consultation basée sur la gynécologie, où en fait elle va faire un interrogatoire, un examen clinique, et puis en fonction des symptômes que vous lui évoquez, elle pourra prescrire des examens supplémentaires et vous réorienter, comme on a dit du coup la semaine dernière aussi, sur des médecins compétents, spécialisés dans l'endométriose, parce que du coup nous on s'occupe de tout ce qui est physiologique ou normal. Dès qu'on rentre dans la pathologie, on peut orienter, on a le devoir d'orienter vers un spécialiste des pathologies. Je vous interromps juste une seconde. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, c'est que c'est une maladie qui a été connue récemment, on va dire, ou en tout cas bien identifiée récemment, et donc il n'y a pas énormément de services qui s'en occupent, c'est ça. Il faut trouver les bons services qui sont spécialisés. Après, maintenant, il y en a de plus en plus, parce que c'est un sujet qui est énormément d'actualité. Et donc c'est vrai que nous, côté versant professionnel, on a des formations, en fait tous les professionnels maintenant diplômés qui n'ont pas eu la formation sur l'endométriose ont des ressources maintenant, des nouvelles publications. Je parle par exemple, il y a un MOOC qui s'est créé, donc si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme de formation qui est destinée autant aux professionnels qu'aux personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu de la santé. Donc il suffit de taper MOOC endométriose et en fait vous avez une formation étape par étape avec les différents symptômes, le diagnostic, comment la traiter, etc. Il faut savoir aussi que maintenant les médecins, on vient d'intégrer le chapitre en gros endométriose dans leur formation, donc ça déjà c'est un grand pas en avant. Et après vous avez des associations qui peuvent vous fournir plein d'infos. Voilà, je pense notamment à Endo France et Endomide qui ont généralement des centres dans chaque région en fait, où elles peuvent intervenir au plus proche des femmes. D'accord. Donc oui, vous avez fait un panorama assez général. Donc, mais je reviens un petit peu en arrière. Donc vraiment la première démarche, c'est de voir une sage-femme ou un gynéco ou un médecin généraliste qui va déjà orienter, en tout cas dire un petit peu la situation, soit dire non vraiment ça ressemble pas, ou alors il faut aller plus loin. Et si ça y ressemble, à ce moment-là il pourra prescrire soit une échographie, soit un IRM, et à ce moment-là il aura un diagnostic précis qui dira oui c'est ça ou non c'est pas ça. D'accord. À l'issue de ces deux examens, on peut être quasiment affirmatif de la maladie. Oui, si on observe des lésions sur les imageries, on pourra dire... Après, en fait, c'est comme dans tout examen médical. Si on n'a pas de preuves sur les imageries, on peut pousser un petit peu sur des examens un petit peu plus spécifiques, mais bon, qui se font dans des très rares cas. Mais globalement, en fait, si une femme est atteinte d'endométriose, ça se verra majoritairement sur une échographie ou sur une IRM pelvienne. D'accord. Donc, on développera peut-être plus tard ce que vous avez commencé à dire sur les associations et les aides, etc. Mais si on déroule ma personne voilà, chez qui on a soupçonné ça, puis on l'a confirmé. L'étape suivante, ça va être de la soigner. Donc, voilà, quels sont les grands axes thérapeutiques? D'abord, est-ce qu'on peut soigner cette maladie et comment voilà, donc, j'aimerais bien que vous donniez une réponse précise. Alors du coup, malheureusement, c'est pas une maladie qui se guérit définitivement. C'est pas comme le rhume où on prend un certain traitement ou c'est la mauvaise nouvelle. Maladie. Donc en fait, c'est-à-dire que le traitement principal actuellement, c'est en fait on arrête les règles
pour arrêter en fait la progression de la maladie et assécher en fait les petits saignements qu'on voit dans les différentes parties de la sphère génitale. Donc c'est ce qu'on appelle une aménorrhée, donc une absence de règles. Voilà, donc c'est la prise d'un contraceptif. Voilà. Et après, on peut l'associer à des médicaments, par exemple des Doliprane, spasfon, anti-inflammatoires. Qui, eux, ne vont pas agir sur la cause, mais sur les symptômes. Mais plutôt sur les douleurs, voilà. Parce que donc, si je comprends bien le mécanisme, c'est que, en fait, en arrêtant les règles, ce qui fait mal, en fait, c'est qu'on a des règles, mais ailleurs que voilà, exactement. Et donc en arrêtant les règles classiques, en fait, on arrête les saignements qui voilà, saignent un peu partout dans le corps. C'est ça. Donc c'est le principe du traitement. Après, c'est vrai qu'on peut utiliser des stérilés, mais bon, le traitement de première intention sera quand même la contraception orale. D'accord. Et donc ça, est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques? Est-ce que ça marche dans X% des cas? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives si ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a une gradation dans les réponses? Alors disons que en fait, ça marche pour de l'endométriose. Après, c'est vrai que si on a des lésions qui sont beaucoup plus importantes, on peut intervenir chirurgicalement pour enlever un petit peu ces adhérences, ces points de saignement. Mais bon, c'est pas la grande majorité des cas et on sait qu'on prend correctement en charge l'endométriose avec une contraception en première intention. D'accord. Si la chirurgie n'est pas le premier recours... Par contre, du coup, j'aimerais juste rebondir. C'est une certaine contraception. Que les jeunes filles qui prennent une pilule œstroprogestative se disent pas « Ah, moi aussi, du coup, on joue sur l'endométriose, même si j'en ai pas. » Enfin, c'est sur l'effet inverse. C'est une contraception progestative prise en continu, ça va venir arrêter ces saignements-là, que ce soit les règles ou ailleurs, alors qu'une autre contraception va peut-être pas avoir cet effet-là. D'accord. Est-ce qu'il est important de faire un diagnostic très précoce le plus tôt possible, ou est-ce que finalement, même si on diagnostique ça tard, on ne perd pas de chance dans le traitement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le diagnostic précoce est important parce que du coup, c'est vrai que faut savoir que des douleurs qui sont cycliques pendant les règles tous les mois, c'est assez contraignant. Ça fait beaucoup d'absentéisme, que ce soit pour les jeunes filles au niveau scolaire ou que ce soit même pour les professionnels. En fait, pendant cette période de règles, les douleurs sont tellement importantes que on a vraiment du mal à... On n'est pas apte à être concentré, à travailler. Ou il y a des jeunes filles qui restent plus au lit vraiment pendant 3 jours. Enfin, jeunes filles ou un peu plus âgées. Et c'est quand même du coup une perte de temps, une perte de vie, d'activité. Donc si à ce moment-là, il y a des douleurs qui sont tellement fortes, franchement, on pousse les jeunes à aller consulter. Voilà, donc du coup, ce serait peut-être très important de faire connaître cette maladie peut-être très tôt dans l'éducation, voilà, enfin, que les parents sachent que ça existe, que les jeunes soient informés le plus tôt possible. Ouais. C'est vrai que ce que disait Flore tout à l'heure, il faut sortir du « Ah ben t'as tes règles, c'est normal que tu aies mal ». C'est pas vrai. D'accord. Et ça, je pense que les parents peut-être ont un rôle aussi. Ouais. Enfin, oui. Que ce soit pour les mamans ou pour les papas, il faut que les deux le sachent. Même oui, moi c'est vrai que à travers des études, on voit que vraiment l'homme a vraiment une place importante dans cette pathologie parce que certes, il la vit pas lui-même, mais autant en tant que copain, conjoint, il peut vivre la pathologie avec sa femme parce que du coup, il a les répercussions des douleurs pendant les rapports sexuels, par exemple, les douleurs de règles aussi sur certaines périodes du mois où la femme est complètement indisponible à toute activité, à des changements d'humeur, parce que ça peut induire un petit peu, des dépressions passagères, des changements d'humeur. Mais aussi en tant que futur père, puisqu'en fait, s'il voit sa fille plus tard un petit peu souffrir pendant ses règles, etc., et que ça revient tous les mois, il va peut-être faire... C'est pas normal. Voilà. Donc je pense que c'est important d'autant inclure la femme dans cette prévention de l'endométriose, à en parler de plus en plus, autant la place de l'homme est aussi important dans cette situation. Donc en fait, ce que vous dites, ça me fait penser que c'est vraiment la prise en charge, elle est assez globale parce que c'est l'impact sur la femme qui a cette maladie est quand même on va dire... multidisciplinaire, ça touche tout le monde, quoi. Voilà, et beaucoup de gens. Donc
On parlait des impacts, donc là on a vraiment parlé de la maladie en tant que telle. Quels sont les impacts, les répercussions, les conséquences sur la vie de femme, sur la vie tout court? Du coup, il y a ce qu'on a dit un peu au début au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau aussi psychologique, parce que c'est pas forcément facile d'avoir mal tout le temps, et quand on a quelqu'un en face qui nous dit c'est normal d'avoir mal, on se sent pas forcément écouté et entendu. Donc ça, c'est ce qu'on disait un peu avant. Et aussi maintenant, ce qui est reconnu, c'est que ça joue sur la fertilité. C'est-à-dire que ces petits saignements par-ci par-là vont créer des adhérences. Et donc du coup, dans le chemin, pour avoir une fécondation, il faut qu'un ovule, il aille de l'ovaire qui passe dans la trompe, qui descend dans l'utérus pour rencontrer un spermatozoïde. Comme là, il y a des adhérences, en fait, tous ces organes vont un peu moins bouger, il va y avoir moins de mouvement, et ce chemin-là ne sera plus possible. Et donc du coup, c'est un grand rôle aussi sur la fertilité féminine. Je voulais dire quelque chose peut-être. Non. J'ai entendu. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que des fois, des femmes qui viennent consulter pour une infertilité, on se rend compte a posteriori qu'il y avait une endométriose et que peut-être si elle avait été traitée avant, elle aurait peut-être pu concevoir. D'où ce qu'on venait de dire sur l'intérêt de diagnostiquer précocement cette maladie. Et moi, je rajouterais aussi, hormis les facteurs en fait qu'on appelle biologiques, un petit peu de la répercussion de l'endométriose sur la fertilité, il y a aussi des raisons mécaniques, puisqu'en fait, une femme qui souffre de douleurs pendant les rapports sexuels sera peut-être moins ouverte en fait aux rapports sexuels fréquents, etc. Et lors de la conception d'un enfant, s'il y a déjà des problèmes d'endométriose plus des rapports qui sont un peu moins fréquents, disons que ça peut favoriser en fait le temps d'attente pour avoir une grossesse. Voilà. Donc oui, quand on voit la répercussion et l'impact de tout ça, donc est-ce que sur le plan, c'est évidemment sur le plan psychologique, il y a un retentissement. J'imagine que donc j'imagine que dans la prise en charge d'une patiente qui a une endométriose, c'est un élément qui est pris en compte. Oui. Et il est très important même d'en parler, alors que ce soit quand on diagnostique une endométriose, on peut soit en parler du coup à son conjoint, soit à sa famille si on en a, mais je sais qu'il y a des groupes de soutien en fait pour toute pathologie où en fait la personne a besoin de parler de ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que va être le futur, parce qu'une femme on lui dit ce qu'on a abordé par rapport à l'infertilité. Il y a beaucoup de femmes, en fait, dès qu'on tape endométriose sur Internet, c'est endométriose infertilité. Donc de passer d'une femme qui a un petit peu mal pendant ses règles à une femme qui pourra faire l'amalgame direct à une femme qui ne pourra pas faire d'enfant, psychologiquement, je pense que c'est très dur. Ouais. C'est très dur et ça crée beaucoup d'anxiété pour la femme de se dire en fait que elle ne pourra pas avoir d'enfant de toute sa vie. Je pense que c'est une réflexion qui est assez compliquée. Et même au-delà de l'endométriose, je dirais sur toutes les maladies qui sont chroniques, il y a des gens qui ont mal au dos de façon très chronique, mais il faut savoir qu'il y a des suivis qui peuvent être faits au-delà de l'endométriose, et je crois que sur Nîmes, c'est le centre de la douleur qui fait ça. Et pour toutes les pathologies. Ouais, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait sur la douleur en général, c'est que maintenant on ne doit plus tolérer les douleurs, voilà, quelles qu'elles soient, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de centres antidouleurs. Bon, ça c'est très intéressant. Et donc si on revient sur le traitement, donc la part de soutien est très importante. Donc, vous aviez commencé à en parler avec les associations, on va peut-être approfondir ça, mais donc le côté accompagnement psychologique est très important. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui est accompagnement, aussi un petit peu ce qu'on nomme la médecine douce, comme le yoga, la relaxation, la sophrologie. La sophrologie, en fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que certes, il y a l'endométriose, donc c'est une maladie, donc il faut la traiter par un traitement chimique. Et puis après, il y a tout le contexte un petit peu psychologique aussi qui a un grand impact qu'il faut traiter. Donc en fait, si vous aimez faire du sport, n'arrêtez pas le sport parce que vous avez l'endométriose, il faut continuer cette activité. Tout ce qui peut vous soulager de cette pathologie, il faut l'encourager. En fait, c'est tout ce qui va vous permettre de mieux vivre avec. Je pense notamment à la sophrologie, du coup, même au yoga, on apprend à respirer. Et nous, on le voit avec les femmes qui accouchent, quand elles ont mal, on leur dit de respirer tranquillement, de prendre conscience de leur respiration. Et ne serait-ce que ça, quand on a mal, c'est
quelque chose d'énorme de savoir-faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je rajouterais aussi tout ce qui est pleine conscience, méditation en pleine conscience, parce que là on a des preuves scientifiques sur, alors peut-être pas sur cette pathologie, mais sur d'autres pathologies, notamment cancéreuses. On sait que les patients et les patientes qui font de la pleine conscience, de la méditation, ça permet de diminuer les doses antalgiques de façon très importante. Il y a l'hypnose aussi de façon médicale qui est pratiquée. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même tout un arsenal de choses qui sont très importantes. Ça c'est très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur les ressources? Alors d'abord les ressources. Alors si on commence par les ressources traditionnelles, médicales, donc on a vu il faut commencer par les ressources de proximité, médecins, sages-femmes, gynéco. Est-ce que quand on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a dans la région des centres d'excellence spécialement dédiés à l'endométriose ou sinon dédiés, en tout cas qui ont une expertise? Vous avez déjà le plus proche, c'est le CHU de Nîmes, où vous avez certains professionnels qui sont spécialisés dans l'endométriose, donc ils vont pouvoir vous aider. Et après, donc, il y a tout le réseau associatif, je parle particulièrement d'Endo-France. En fait, dans chaque région, ils ont des centres en fait, auxquels vous pouvez contacter pour qu'ils fassent le relais avec des professionnels en fait, qui connaissent, qui ne sont pas très loin de chez vous. Notamment sur Internet, du coup, vous avez une petite rubrique qui contacter ou vers qui me tourner. Et à ce moment-là, dedans, il y a carrément un annuaire avec tous les numéros les plus proches de chez vous, les adresses. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez quelque chose de très spécialisé et au plus proche de chez vous. Ouais, mais il faut savoir qu'il y en a pas mal dans la région quand même. Et puis ils sont orientés vers l'endométriose. Si on n'a pas de spécialiste à côté, comme on disait, d'abord se tourner vers un médecin généraliste, une sage-femme, un gynécologue qui, lui, à ce moment-là, saura vers qui orienter. Et donc l'association, on va dire le site de référence, c'est quand même Endo-France et puis peut-être une ou deux autres associations. En fait, ce que je voudrais éviter, c'est que c'est vrai que, comme toujours, quand on est inquiet, on surfe sur Internet et il y a des ressources qui sont plus ou moins erronées. Voilà, erronées. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on insiste sur les ressources qui sont impeccables. Enfin, il n'y a pas de problème avec. Donc, moi, je le fais particulièrement, il y a deux associations. Donc, il y a Endo-France et Endomind, que vous pouvez retrouver sur Internet. Ça, c'est deux associations qui ont été certifiées par le ministre par le site du ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Donc, vous pouvez y aller. C'est mieux d'aller sur ces sites d'information que sur n'importe quel lien qu'on trouve. Voilà, ce sera 100% fiable ce qu'on y trouve. Et il y a énormément d'informations. Vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Il y a des témoignages, il y a les définitions, il y a les examens qu'on peut faire, les traitements. Il y a un forum aussi si vous avez des questions. C'est un site qui est vraiment très très bien renseigné. D'accord. Il me semble qu'on a vraiment bien fait le tour de la question. Je ne sais pas si on a oublié des choses ou s'il y a des questions sur le chat, je ne sais pas. Sur le chat, non. Non, pas de questions. On a dû être particulièrement clair. Et efficace. Et efficace. Dans votre expérience là de pratiquement sage-femme, puisqu'à la fin de l'année vous serez diplômé, vous avez été confronté à des personnes porteuses d'endométriose? Je pense de façon plus ou moins proche. En tout cas, pour mon cas, moi, j'étais en sage-femme libérale. Ouais. Et à l'évocation de plusieurs symptômes avec la sage-femme, on s'est dit « Ah, ça serait peut-être de l'endométriose ». Et donc, du coup, à ce moment-là, on lui a prescrit une écho, je crois, pour voir s'il y avait peut-être plus derrière. Et du coup, j'ai pas su la suite vu que c'était la fin de mon stage. J'ai pas eu le retour. Moi, j'en ai eu, par exemple, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont accouché avec de l'endométriose, en fait, où on remarquait dans le dossier qu'il y avait marqué endométriose comme pathologie. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible d'avoir des enfants et de l'endométriose. Voilà. Le tout, c'est de le prendre bien en charge assez tôt et de s'orienter vers des personnes de confiance. Après aussi, des fois, on retrouve ces dames en PMA, en aide médicale à la procréation. Parce que justement, comme ça touche la fertilité, si elles n'arrivent pas à avoir d'enfant, on les prend en charge dans ces services-là et des fois,
Il y a des grossesses au bout quand même. D'accord, oui, bien sûr, il faut quand même garder ça, même si c'est souvent des parcours assez longs et douloureux. Enfin, voilà. C'est pour ça que tout le à côté qu'on a pu énoncer, même dans ces services-là, il y a très souvent soit un psychiatre, soit un psychologue qui sont tous les jours. Moi, je vous remercie infiniment. Je voulais ajouter deux petits trucs, quand même, vous le savez déjà. Enfin, donc, au deuxième semestre, donc on aura des consoeurs à vous qui viendront, comme chaque année, investir un petit peu le campus. Et voilà, et ce sera peut-être une occasion pour ceux qui le souhaitent de poser des questions, d'approfondir l'endométriose ou autre chose. Et puis également, au service de santé universitaire, on devrait bientôt avoir une gynécologue aussi qui fera des consultations et qui sera une ressource aussi de proximité et de première intention pour éventuellement ces questions-là. Et puis dans ce domaine-là aussi, je voudrais rappeler que on trouve à l'université des protections hygiéniques gratuites sur les 3 sites de l'université et que ça marche très bien. Enfin, on a beaucoup elles sont très utilisées et donc pour les étudiants qui ne le sauraient pas, je le rappelle. Voilà, mais encore un grand merci et puis je crois qu'on va arrêter cette émission. Dernière petite chose, si des personnes ont des questions à poser et qui ne sont pas venues là maintenant, est-ce que il y a une adresse générique où ils pourraient poser leurs questions à vous ou à vos consoeurs Alors la dernière fois, on avait cité le site de la Corporation des étudiants sages-femmes de Nîmes. D'accord. Donc c'est sur Instagram, c'est CNESF, tout en majuscule. D'accord. Et puis sinon je pense, parce que là comme en fait on vient plus jusqu'au prochain semestre où ça sera une autre équipe, oui. Je ne pense pas judicieux que si on vous le donne maintenant, vous n'aurez peut-être pas de réponse rapidement. Donc le plus simple, c'est peut-être au contraire de se tourner vers vous, au service de santé. Et puis je rebasculerai les questions. Voilà. Donc le ssu@unim.fr. Voilà. Merci encore. Merci à vous.